Bonjour, bienvenue à vous dans cette nouvelle série de vidéos consacrée à un mécanisme réseau présent dans la grande majorité des routeurs d'accès à Internet, qu'on appelle aussi gateway d'accès à Internet. Ce mécanisme que je vais vous présenter est la translation d'adresse. Donc intéressons-nous au plan qui va être développé tout au long de cette présentation. Donc dans un premier temps, je vais présenter l'Internet initial, c'est-à-dire l'Internet tel qu'il avait été pensé initialement, tel qu'il fonctionnait initialement. Après, je présenterai les objectifs et, dans un premier temps, la nécessité de la NAT. NAT pour Network Address Translation, qu'on traduit en français, bien sûr, vous l'aurez compris, par translation d'adresse. Après, on s'intéressera au fonctionnement général de la translation d'adresse. Quel est le fonctionnement classique. Je présenterai la NAT pure, ce qu'on appelle aussi la NAT 1 pour 1. On va associer, dans ce cadre-là, une adresse IP publique, elle va être associée à une adresse IP privée. Je ne rentre pas trop dans les détails, je présenterai ça plus tard. On présentera aussi par la suite un deuxième mécanisme de translation d'adresse, que l'on appelle le Port Address Translation, ou le NAT Overload, la translation d'adresse surchargée. Et pour bien présenter ce mécanisme de translation d'adresse, de Port Address Translation, on voit qu'il y a le terme port qui intervient, je présenterai auparavant les ports TCP/UDP, je rappellerai un petit peu le rôle de ces ports dans une topologie classique, dans un fonctionnement normal. On s'intéressera donc par la suite à l'hébergement de serveurs, au port forwarding, et aux problèmes liés à la translation d'adresse par port, principalement des problèmes liés avec des protocoles FTP et des protocoles VoIP, avec ce qu'on appelle de manière générale les protocoles qui ouvrent des sessions interactives. Et pour terminer, je présenterai les solutions qui ont été développées pour résoudre ces problèmes liés à la translation d'adresse. Donc, attaquons dans un premier temps avec l'Internet initial. Donc, Internet tel qu'il a été conçu initialement, tel qu'il a été pensé, et tel qu'il a été mis en place à l'origine. Prenons un cas, un exemple. Une entreprise voulait un accès à Internet, elle allait passer un contrat avec soit un FAI, soit un fournisseur de transit. Dans le cas où elle passait avec un contrat avec un fournisseur de transit, il fallait en plus qu'elle aille voir un RIR, un Regional Internet Registry, pour lui demander une plage d'adresse IP. Quoi qu'il arrive, elle a obtenu une plage d'adresse IP. Donc imaginons qu'on a l'entreprise qui a 250 machines, et donc on lui donnait une plage d'adresse IP qui lui permettait de donner une adresse à ces 250 machines. Donc ici, on avait la plage qui avait été obtenue par l'entreprise, c'est la plage 202.64.1.0/24, et on a la machine A qui a comme adresse IP 202.64.1.1. La machine B qui a comme adresse IP 202.64.1.2, et ainsi de suite jusqu'à S1 qui a comme adresse IP 202.64.1.200. On a R1 qui doit avoir une adresse IP par exemple ici en 202.64.1.254. Et c'était pareil pour tous les réseaux d'Internet. Donc ici on a une représentation d'Internet, et par exemple ici on a un réseau 105.0.0/8, un très grand réseau. Et entre autres, on a sur ce réseau-là une machine qui a comme adresse IP 105.6.3. Donc tout ça, c'est en principe quelque chose que vous connaissez. Donc une fois qu'elle avait obtenu cette adresse IP, qu'est-ce qui se passait? Tous les routeurs d'Internet possèdent une table de routage, et dans cette table de routage, il va avoir connaissance de ce réseau-là. Comment on a connaissance de ce réseau-là? Principalement grâce à un protocole de routage. Donc un protocole de routage mettait à jour toutes les tables de routage de tous les routeurs d'Internet avec ce nouveau préfixe. Donc ici, par exemple, RY a connaissance du réseau 202.64.1.0/24, et c'est que pour aller à ce réseau-là, RY, il doit retransmettre le paquet à RFAI. On a une notion de coût pour choisir la meilleure route. Si je regarde un petit peu la table de routage, je n'ai pas tout dessiné dans la table de routage, je n'ai pas tout présenté, donc c'est pour ça qu'il y a des points de suspension, mais entre autres, ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a aussi au moins une adresse IP vers le réseau 105.0.0/8. Donc là j'ai mis R point d'interrogation, parce que en fait là non plus j'ai pas tout représenté, mais ici il devrait y avoir un routeur,
Et donc, pour aller à ce réseau-là, il faudrait passer par ce routeur-là. Dans cette topologie classique, donc initiale, toutes les machines étaient directement joignables. On va le démontrer de suite après par une petite démonstration. Donc dans un premier temps, imaginons que A, ici, envoie un paquet à destination de 105.631. Imaginons qu'après, 105.631 va y répondre. Les paquets, dans ce cadre-là, vont être routés, c'est-à-dire que pour chaque paquet reçu, le routeur R1 va regarder dans sa table de routage, va trouver la meilleure route pour aller jusqu'à la destination 105.0.0/8. RFI va faire de même, RY va regarder dans sa table de routage, et ainsi de suite. Donc le paquet part de A, avec comme adresse IP source 202.64.1.1, comme adresse IP DES 105.631. Il va arriver à un moment donné vers RY. RY regarde dans sa table de routage, et c'est qui va retransmettre le paquet à R.d'interrogation qui se trouve ici. Et de saut en saut, le paquet va arriver jusqu'à sa destination. Le paquet va être traité par une application, et cette application, en principe, on a toujours des applications de type client-serveur. Donc le client ici demande quelque chose à un serveur, et le serveur, bien sûr, va répondre en envoyant une réponse avec comme adresse IP source son adresse IP et l'adresse IP destination, l'adresse IP de A. Et le paquet va être acheminé, pareil, par le réseau Internet en utilisant les tables de routage présentes dans tous les routeurs d'Internet. On a vu ici que l'on pouvait envoyer un paquet de A à ce serveur-là directement, mais si on a envie, on peut directement aussi envoyer un paquet de ce serveur-là à n'importe quelle machine qui est présente ici. Donc 105.631 va envoyer un paquet à destination de 202.64.1.4. Actuellement, on n'aimerait pas trop ça. Pourquoi? Parce que ça pose des problèmes. La machine D est directement accessible à partir de toutes les machines d'Internet, et ça pose des problèmes principalement de sécurité. S'il y a quelque chose qui fonctionne mal sur D, une application entre autres, elle peut être compromise, et après on peut avoir accès au réseau de toute l'entreprise. Intéressons-nous à la nécessité et aux objectifs de la translation d'adresse réseau. Donc ce mécanisme-là, tel que je l'ai présenté, il a à peu près bien fonctionné jusqu'au début des années 90. À partir des milieux des années 90, on a ce qu'on appelle un début de pénurie d'adresses IP publiques, d'adresses IP globales, d'adresses IP routables. Notez dans un premier temps que tout ça, ce sont des termes qui sont synonymes. Public, global, routable. Donc qu'est-ce qu'une adresse IP publique? Les adresses IP publiques, ce sont les adresses IP telles que je les ai représentées ici. Qu'est-ce qui caractérise une adresse IP publique? C'est une adresse IP qui est présente dans les tables de routage de tous les routeurs d'Internet. Tous les routeurs d'Internet savent joindre cette adresse IP-là, ce réseau-là. Tous les routeurs d'Internet savent joindre ce réseau-là. C'est pour ça qu'on les appelle routables. Et donc, à cause de cette pénurie d'adresses IP, lorsqu'une entreprise, une organisation ou une personne, un particulier, demande des adresses IP, on ne lui en donne pas assez pour toutes les machines de son réseau. Si je reprends un exemple ici, tout à l'heure, lorsque l'entreprise demandait une plage d'adresse IP, elle avait 250 machines, elle obtenait une plage d'adresse IP de 250. À partir du milieu des années 90, ça commence à être compliqué, et les entreprises n'obtiennent plus assez d'adresses IP. C'est-à-dire que même si elle a 250 machines, elle obtient par exemple que 16 adresses IP, dans le meilleur des cas, peut-être 4, et des fois qu'une seule adresse IP. Ça, c'est le premier gros problème, le premier véritable problème qui a prévalu à la création de la translation d'adresse. Après, on a d'autres problèmes qui sont aussi greffés, qui existaient. On a des failles applicatives qui sont exploitées par les pirates distants, ce que j'ai présenté tout à l'heure. Ici, la machine, n'importe quelle machine du réseau est directement accessible. Il suffit qu'il y ait une faille applicative pour qu'elle puisse être exploitée par n'importe quelle machine d'Internet. Et il y a un deuxième aspect, la taille et la complexité des réseaux augmentent. Cette taille et cette complexité des réseaux augmentent, mais en plus, on n'a pas assez d'adresses IP, et donc on est souvent obligé de revoir le plan d'adressage interne de son réseau. Et on aimerait bien se passer de ça. La solution qui a été trouvée, vous vous en doutez bien, c'est ce qu'on a présenté, c'est la translation d'adresse réseau. Dans ce cadre-là, les machines du réseau LAN de l'entreprise, qu'on appelle aussi le réseau interne,
les machines ici, vont plus avoir des adresses publiques, mais vont avoir des adresses privées. Qu'est-ce que des adresses privées? Eh bien, à contrario des adresses globales, publiques, routables, les adresses privées sont non routables, les adresses privées sont locales, et les adresses privées ne sont pas publiques. Donc, qu'est-ce que ces adresses privées sont des adresses locales, et dès le début d'Internet, on avait réservé des plages d'adresses qui ne devaient pas être présentes dans les tables de routage des routeurs. Donc ici, on a 3 plages d'adresses, 10.0.0/8, 192.168.0.0/16 et 172.16.0.0/12. Ces plages d'adresses privées ne seront jamais présentes dans les tables de routage des routeurs d'Internet. Pourquoi? Parce que potentiellement, il y a plusieurs entreprises, plusieurs entités peuvent utiliser ces plages d'adresses. Et donc, étant donné qu'elles ne sont pas présentes dans les tables de routage, les machines ici, la machine A, qui a comme adresse IP maintenant 10.0.0.1, n'a plus accès à Internet. Si je fais une démonstration, on l'a dit, la plupart du temps, on a des mécanismes client-serveur. Je vais demander un service à ce serveur-là, donc je peux envoyer le paquet, il n'y a aucun souci. La machine A envoie un paquet, comme adresse IP source 10.0.0.1, c'est son adresse IP, à destination de qui? De 105.6.3.1. Le paquet est bien acheminé jusqu'à 105.6.3.1. Par contre, lorsque la machine 105.6.3.1 répond, le paquet arrive à RW, et là, le paquet va être supprimé par RW. Pourquoi? Parce que RW ne sait pas où se trouve 10.0.0.1. Et même, on pourrait dire que 10.0.0.1, c'est peut-être un réseau qui est aussi relié à RW directement. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, RW et tous les routeurs d'Internet ne savent pas où se trouve 10.0.0.1, donc le paquet ne pourra pas être acheminé ici. Et donc, pour que le paquet soit acheminé ici, on a besoin d'un mécanisme supplémentaire dans R1. Fonctionnement de la translation d'adresse, on va mettre en place un mécanisme supplémentaire dans le routeur d'accès Internet. Routeur d'accès Internet ici, donc on a dit c'est R1. Ce mécanisme de translation d'adresse va modifier les adresses IP présentes dans les paquets. On se doute bien que ici, il va falloir remplacer l'adresse IP source 10.0.0.1 par une autre adresse IP. Donc il faudra que l'entreprise ait au moins un certain nombre d'adresses IP publiques, voire au moins une seule adresse IP publique pour pouvoir remplacer l'adresse IP source ici par une adresse IP publique. Lorsque une machine du réseau interne LAN accède à Internet, le mécanisme de translation d'adresse remplace l'adresse IP source présente dans le paquet par une adresse IP publique. Lorsque la réponse au paquet revient, donc ici R1 remplace l'adresse IP source de mettre une adresse IP publique, le paquet va être acheminé, le serveur répond, il va répondre à l'adresse IP publique, le paquet va être racheminé jusqu'à R1, par contre il va falloir que R1 il retransmette le paquet à A. Et donc on va voir comment ça fonctionne cette retransmission. Donc on vous dit ici, lorsque la réponse au paquet revient, le mécanisme de translation d'adresse remplace l'adresse IP d'est présente dans le paquet par l'adresse IP de la machine ayant initialement émis la requête. Je tiens à attirer votre attention sur, pas vraiment un détail, mais quand même quelque chose qui peut être confondu. On a plusieurs mécanismes de translation d'adresse, on va les examiner un peu plus tard. Ce qu'on va appeler la NAT pure ou la NAT 1.1. Dans ce cadre-là, on va faire correspondre une adresse interne privée à une adresse publique. Et le deuxième mécanisme de translation d'adresse qui existe, c'est la NAT overload ou Port Address Translation, PAT. On fait correspondre plusieurs adresses internes à une seule adresse publique. Le routeur, dans ce cadre-là, on verra qu'il utilise les ports TCP/IP pour retrouver l'émetteur d'une requête. Pour les entreprises de taille moyenne et supérieure, les deux processus vont cohabiter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le processus sur R1 on va à la fois avoir un mécanisme de NAT 1.1 et de port address translation de NAT overload.